Bonjour à toutes et à tous, et on est tous ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous pour cette conférence sur l'épargne et les changements de comportement des Français. Voilà, beaucoup de choses à dire de la part de nos intervenants aujourd'hui. Du coup, je vais me faire le plaisir de leur poser quelques questions et de leur laisser la parole surtout pour qu'ils nous fassent part de leur point de vue. Donc, comme Claire l'a bien souligné, donc deux parties dans cette conférence. Une partie plus sur l'état des lieux et puis une deuxième plus sur les perspectives. Voilà. Et donc, nous accueillons aujourd'hui, pour parler de tout ça, Guillaume Olivier Doré, qui est cofondateur et directeur général de Elwin, qui est une plateforme en ligne qui s'appelait anciennement mieuxplacé.tech. Donc, Guillaume Olivier nous donnera un petit peu son point de vue plus général, j'allais dire, sur les tendances de fond qu'il voit depuis quelques mois dans cette crise sanitaire. On accueillera Marie Soubéran, qui est responsable de la communication et de l'engagement des salariés chez Danone Communities. Voilà, un acteur assez connu dans nos écosystèmes, on va dire ça comme ça. Et puis, enfin, et merci à lui et à toute son équipe, on accueille Arnaud Poissonnier, qui est président fondateur de Babylone et de Babylone Impact. Voilà, retiré à la campagne, j'imagine, pendant ce confinement, et qui est aussi expert en finance participative et en microcrédit. Voilà. Alors, peut-être très rapidement, alors je vais essayer de partager mon écran. Ne m'en veuillez pas si ça plante. J'espère que non. Voilà. Peut-être deux petits mots sur la finance solidaire. Alors, pourquoi sur la finance solidaire? Parce qu'en fait, cette conférence s'inscrit en fait dans le cadre de la semaine de la finance solidaire qui a démarré hier, pour ceux qui ne le savaient pas, et qui est organisée depuis maintenant 13 ans par Finansol, qui est un collectif d'acteurs autour de cette finance solidaire et qui mixe acteurs de l'économie sociale et solidaire, entreprises sociales, établissements financiers, institutions. Voilà, un peu plus d'une centaine de membres avec nous. Et nous, ça fait assez longtemps finalement qu'on remarque ces tendances de fond autour de la finance et le fait que de plus en plus de gens souhaitent donner un vrai sens à leur argent. Alors évidemment, la crise sanitaire a un petit peu accentué ces tendances-là, nos intervenants le diront, mais peut-être deux, trois mots sur ce qu'est la finance solidaire aujourd'hui. Donc c'est un circuit qui relie des épargnants individuels, voilà, à un projet. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre son argent au service d'une cause qui nous est chère. Et donc, pour ce faire, ça part évidemment d'une motivation et d'un passage à l'acte des épargnants solidaires qui placent leur argent, alors soit au travers de leur banque ou de leur mutuelle d'assurance, soit, et Marie nous en parlera, au travers des plans d'épargne salariale qui sont proposés par les entreprises, soit directement, et là c'est sans doute Arnaud qui nous en parlera, au capital des entreprises solidaires. Et puis cet argent collecté sert à financer les projets porteurs d'utilité sociale ou environnementale. Voilà, peut-être quelques chiffres sur la finance solidaire en 2019. Donc, on a assisté à un vrai boom l'année dernière. Alors, nos intervenants nous diront si ce boom est confirmé cette année, puisque près de 810 000 nouvelles souscriptions de placements solidaires ont eu lieu l'an dernier, ce qui représente à peu près 3 milliards d'euros déposés par les Français sur des produits d'épargne solidaire, et ce qui porte l'encours total, donc en fait les ressources totales de cette épargne-là, à un peu plus de 15 milliards d'euros. Alors, je sais que parler de milliards, pour beaucoup de gens, c'est très conceptuel. Mais il faut savoir que la finance solidaire est une goutte d'eau dans l'univers de la finance. Pour vous donner un ordre de comparaison, ça représente 0,3% du patrimoine financier des Français, qu'on estime à 5 000 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est une croissance rapide, mais c'est encore une goutte d'eau, mais on espère bien que cette finance-là deviendra bientôt mainstream. Voilà, et puis pour terminer,
peut-être le visuel de cette campagne cette semaine de la finance solidaire. Donc nous, ce qu'on vise avec l'ensemble des acteurs, dont certains sont autour de la table, c'est de favoriser le passage à l'acte des épargnants. Et donc, du coup, cette conférence tombe vraiment à point nommé pour faire le point là-dessus. Parce que puisque plus que jamais, votre épargne est un moyen d'action. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques mots d'introduction. Et je vous propose donc très vite de passer à la première partie de ce débat. Alors, peut-être une vue hélicoptère. Guillaume Olivier, est-ce que, du coup, d'abord, tu peux te présenter en 2 mots, présenter la plateforme Elwin, et puis surtout nous donner un petit peu les tendances que tu perçois sur la plateforme aujourd'hui. Est-ce que la demande évolue? Pour quel type de produits d'épargne? Est-ce qu'il y a une vraie demande pour des produits plus engagés? Alors, avec quelques chiffres et puis des explications assez pédagogiques pour nos auditeurs. Je te laisse la parole. Merci Patrick, bonjour à tous et toutes. Donc en quelques mots, Guillaume Olivier Doré, je suis effectivement fondateur d'une société qui s'appelle mieuxplacé.com, qui édite un logiciel professionnel qui s'appelle Elwin. Elwin est en fait un outil qui permet à l'univers de la collecte et la gestion du patrimoine et de l'épargne des Français de mieux faire son métier. Donc c'est un outil métier. Et initialement, mieuxplacé.com, qui est une structure une plateforme qui existe toujours, est une plateforme de collecte de produits d'épargne auprès des particuliers. Pour répondre à la question Patrick, de manière assez simple, effectivement, la demande de produits qui, comme on dit entre guillemets, pour paraphraser un néologisme anglais, font du sens, est de plus en plus forte. On a noté cette évolution démarrer j'allais dire plutôt en 2017-2018, lorsque les gens ont compris qu'ils pouvaient finalement choisir des produits d'épargne qui non seulement leur permettaient de gagner un peu d'argent, mais surtout leur permettaient de flécher leur épargne vers quelque chose qui avait du sens pour eux, que ce soit, et je vais être dans des extrêmes volontaires, hein, que ce soit acheter des arbres, parce que ça existe aujourd'hui, que ce soit acheter des vaches, alors ça ne fonctionne pas très bien, mais en tout cas ça existe encore, que ce soit acheter des produits sur lesquels ils ont une certaine compréhension, ils peuvent le matérialiser. Et donc ça, cette tendance-là a beaucoup pris dans l'univers de la distribution de produits financiers. Donc ça, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est que souvent on a opposé engagement et rendement. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté, toute la subtilité de l'univers de l'épargne solidaire, en règle générale, c'est que on a souvent opposé le fait qu'on pouvait faire des choix qui soient des choix solidaires, intéressés, avec du sens, avec des valeurs plus que de la valeur, et la rentabilité qu'il y avait derrière. Et cette frontière-là a explosé depuis quelques temps, puisqu'on voit que un certain nombre de déplacements que je citais volontairement, dont je vous parlais tout à l'heure, je parle des arbres en particulier, je pense à une société qui s'appelle Ecotree, qui est un très bon contre-exemple, fournit à ses clients un produit d'épargne qui est basé sur la durée de vie d'un arbre, et fournit aussi une bonne rentabilité financière, dans un contexte où en plus, la rentabilité de tous les produits d'épargne que vous avez aujourd'hui est extrêmement faible compte tenu de la tête des marchés financiers. Donc cette frontière-là a explosé depuis maintenant 1 an ou 2. La tendance est forte. Alors, elle est d'autant plus forte dans le contexte actuel qu'évidemment, les épargnants, dans un contexte de confinement, de repli sur soi, épargnent peu. On n'a jamais vu autant d'argent sur les livrets A et sur les comptes courants des Français aujourd'hui. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont laissés sur le compte des gens qui ne les consomment pas et qui ne dépensent pas d'argent pour consommer, assez peu, puisqu'ils ne sortent plus. Et par ailleurs, une recherche d'épargne sur des sujets qui sont, on appelle des circuits courts de l'épargne. Et donc ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte. Et en termes de chiffres, que vous ayez effectivement quelques idées, on reste quand même sur des montants qui sont raisonnables. Aujourd'hui, pour faire un comparatif, l'assurance vie, qui est le produit d'épargne préféré des Français, collecte à peu près un peu moins d'une trentaine de milliards d'euros par an. Et malheureusement, la finance solidaire, en tout cas dans notre écosystème, c'est quelques pourcents des montants qui sont collectés à travers nos outils par les distributeurs et les conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent nos outils.
Donc, ça reste relativement modeste à la taille, effectivement, de l'immense univers du monde de l'épargne et de la finance. Mais la tendance est là. Et souvent, ils souhaitent mixer des produits traditionnels qui leur assurent un rendement et une garantie, type livret, parce que c'est des produits bancaires qu'ils préfèrent aujourd'hui, avec un certain nombre de produits à quelques pourcents de certains produits avec l'épargne solidaire. Donc, il y a une tendance. Ok. Est-ce que du coup cette tendance-là a été vraiment renforcée par la crise sanitaire? Alors tu le disais, les Français ont déposé massivement leur argent sur des produits d'épargne liquide très classiques, plusieurs dizaines de milliards d'euros, hein, en l'occurrence si on fait le compte. Est-ce que, du coup, l'appétence des Françaises et des Français pour des produits d'épargne un peu plus sophistiqués, alors effectivement, qui n'opposent pas rentabilité financière et rendement, mais je fais un petit aparté, hein, la France est pionnière hein, dans l'innovation de ce type de produit, hein, puisque c'est la France et Ronald Cohen, qui est un ponte hein, de la finance à impact, le rappelle régulièrement. Hein. La France est championne avec ses fonds 90-10, donc qui permettent du coup de construire des produits financiers avec 10% de solidaire, donc non cotés, sur lequel il existerait théoriquement un risque en capital, et 90% de produits ISR qui apportent du coup la rentabilité financière aux épargnants. Et du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les Françaises et les Français que tu vois évoluer alors au travers de ta plateforme, mais peut-être aussi d'une manière générale en décryptant l'actualité, ont plus d'appétence aujourd'hui pour des produits un peu plus innovants que les simples produits d'épargne, effectivement. Alors évidemment, il existe depuis longtemps des produits de partage qui font partie hein, de l'univers de la finance solidaire, mais qui se bornent effectivement à faire des dons auprès d'associations ou de coopératives. Mais voilà, moi, la question que je voulais savoir, c'est du coup, est-ce que globalement, de plus en plus de Français viennent vers des produits un peu plus sophistiqués que les simples livrets d'épargne? Alors, en 2020, non. Je veux dire que l'année qu'on vit est un tout petit peu compliquée, donc on ne peut pas dire que l'innovation est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens dans l'épargne. Dans l'univers de l'épargne, en règle générale, il y a une subtilité forte entre originalité et innovation. Compte tenu du fait que les Français, en règle générale, ont aujourd'hui une notion de l'épargne qui est assez limitée. La culture financière des Français est assez limitée, et c'est assez naturel compte tenu du fait que nous restons en France le seul système collectiviste qui existe dans le monde, puisque le chômage, les études, la santé, la retraite et même l'immobilier sont des sujets qui sont pris en charge totalement ou partiellement par la collectivité. Et donc, lorsqu'on est jeune et lorsqu'on vit dans une société entre guillemets normale, en France en tout cas, on n'aborde pas les sujets concrets de l'effet que l'épargne sur du besoin d'épargne. Donc, on n'a pas de culture financière autour de l'épargne. Et donc, les Français, lorsqu'ils épargnent, sont souvent heureux d'avoir des produits et souscrivent des produits qui sont originaux. Et les produits de finance solidaire, lorsqu'ils sont simples, ils arrivent à les comprendre et ils les souscrivent. En revanche, ils ont du mal avec les produits financiers d'innovation. Je prends pour témoin un autre secteur d'activité qui n'est pas la finance solidaire, mais ce qu'on a appelé la grande vague ce qu'on appelait les robo-advisors, qui a démarré il y a 4-5 ans, qui est un échec patent dans la culture française en termes de collecte. Le robo-advisor, pour le décrire, c'est en fait un outil algorithmique qui calcule les meilleurs choix possibles de produits financiers dans une enveloppe fiscale. Donc, c'est un assurance vie. C'est un échec patent parce que les gens n'étaient pas capables de comprendre. Alors qu'aux États-Unis, les robo-advisors, le moindre outil de ce type-là lancé aux États-Unis dans une culture américaine qui est très proche de l'univers de la finance, donc les gens connaissent les produits d'épargne. Le plus gros d'entre eux a collecté en 5 ans 10 milliards de dollars. Donc vous imaginez l'écart de culture, ça montre l'écart de culture qu'il y a entre la culture française de l'épargne et la culture américaine. Et donc, de fait, aujourd'hui, les Français ont plus un mouvement de repli vers des produits qu'ils connaissent. Et on le voit, hein, les chiffres de la Banque de France sont très clairs. L'argent qui est aujourd'hui déposé sur le compte des Français, c'est de l'argent qui est posé soit en liquide directement sur le compte courant, soit sur des livrets réglementés qui offrent une garantie en capital. Et malheureusement, ils ne vont pas, aujourd'hui en tout cas, de ce qu'on observe, sur des produits très innovants, trop complexes à comprendre.
Ok, eh ben merci beaucoup pour ces explications, Guillaume, Olivier. Je vais tout de suite passer la parole à Marie parce que du coup, l'expérience de Danone Communities et notamment en matière d'épargne salariale, ça peut être un angle de vue intéressant parce que du coup, l'épargne salariale, on le sait bien, hein, éduque un petit peu les Français à épargner un petit peu différemment. Peut-être deux mots sur Danone Communities, Marie, et puis sur les tendances de fond là aussi pour l'année 2020. Oui, volontiers. Merci. Donc moi, je travaille chez Danone Communities. Je m'occupe de la communication et de l'engagement des salariés. C'est un volet très important de notre action. Danone Communities existe depuis 2007 et nous sommes un fonds d'investissement qui investit en equity dans des social business à travers le monde sur deux axes principaux qui sont la lutte contre la malnutrition et l'accès à l'eau potable. La grosse originalité Danone Communities, notamment au moment de sa création, c'est que l'ensemble des salariés de Danone en France a tout de suite pu investir dans ce fonds directement, avec leur épargne salariale, donc avec leur intéressement et leur participation. Donc c'est un marqueur extrêmement fort, non seulement de l'engagement des salariés, mais aussi de l'engagement des salariés au service de la stratégie et du purpose en fait de Danone, de façon globale. Donc depuis le début, Danone Communities est très aligné avec la stratégie de Danone, avec ce qu'on appelle le double projet, d'avoir un impact économique, mais aussi un impact social et environnemental positif au travers de ce qu'on fait. Et on a un certain nombre de salariés qui nous suivent dans cette démarche. Et l'engagement des salariés dans Danone Communities est très fort. Donc oui, c'est une originalité. On n'est plus les seuls maintenant à faire ça, mais c'était une originalité très forte au moment où on a été créé. Donc voilà un peu pour faire le panorama de Danone Communities. À l'heure actuelle, on a investi dans 12 entreprises sociales et on impacte 6 millions de personnes tous les jours dans le monde grâce aux investissements que l'on fait et donc en partie grâce à l'investissement que font les employés de Danone au travers de leur épargne salariale dans le fonds Danone Communities. Voilà. Ok. Aujourd'hui, j'imagine que dans l'univers Danone, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques chiffres, mais aujourd'hui, que choisissent les. Enfin, on a l'habitude de dire, enfin, nous, les différentes études qu'on a faites autour des épargnants solidaires nous portent à dire qu'à peu près, il y a à peu près 10% des salariés qui ont accès à des dispositifs d'épargne salariale qui choisissent un produit d'épargne salariale solidaire. Qu'en est-il chez Danone ? Alors chez nous, c'est beaucoup plus. Donc ça, c'est très, voilà, ouais, on est fiers de ça. C'est dû historiquement vraiment à la stratégie et à l'ADN de l'entreprise Danone, c'est certain. Il y a plus de 40% des employés de Danone en France qui ont investi dans Danone Communities, dans le fonds Danone Communities, au travers de leur épargne salariale. Donc c'est beaucoup plus, c'est 4 fois plus que les chiffres que tu donnes, Patrick. Donc, on est très fiers de ça. Et on voit une tendance très forte à l'augmentation, même à l'accélération de cet engagement. Ok. Qu'est-ce qu'a donné la campagne du coup d'intéressement 2020? Parce que du coup, ça s'est fait, j'imagine, hein, dans un contexte très particulier. Est-ce que tu peux nous donner un petit témoignage? Absolument. On a commencé notre campagne à la mi-mars 2020, exactement au moment du confinement, au moment où les gens sont tous rentrés en confinement. Donc, il y avait une incertitude sur ce qui allait se passer. Très clairement. Et en fait, on a réussi une très belle campagne avec beaucoup de réussite, beaucoup d'engagement, beaucoup de retours positifs de la part de nos collègues. On pouvait craindre une campagne moins impactante au vu du contexte, mais au contraire, on a eu un engagement beaucoup plus fort. Et très clairement, les employés de Danone, et je pense que ça a traduit les tendances que vous observez aussi, veulent plus de solidaires, veulent de plus en plus donner du sens à leur épargne salariale, et on l'a noté très très fort en 2020. Donc ça a été une très très bonne campagne pour nous, sur laquelle évidemment on veut capitaliser pour pouvoir engager encore plus de gens, mais on en parlera après. Bon, ben, effectivement, on vous souhaite bien meilleur. Et là, déjà, on a deux tendances de fond qui démontrent quand même un vrai engouement des Français et des Français pour ce type de produit. Je me tourne maintenant vers Arnaud. Bon, Arnaud, on te présente plus. Tu es un observateur aguerri du monde de la finance solidaire depuis plus de 10 ans maintenant.
voilà, notamment avec la création de Babylone. Alors, toi, enfin, ton expérience, elle s'inscrit dans un angle particulier, c'est que vous avez été un des pionniers en matière de finances participatives en France, hein, notamment au travers de Babylone. Aujourd'hui, comment tu ressens ces tendances de fond? Et alors, je sais que vous avez lancé il y a peu, hein, toute l'équipe, un nouveau projet, Babylone Impact. Donc, pourquoi ce projet? Comment, enfin, dans quelle dynamique il s'inscrit? Donc, en gros, deux questions, parce que je me rends compte que je n'ai pas été clair. La première question, c'est quelle tendance de fond aujourd'hui en matière de finances participatives, d'accès direct finalement, hein, des épargnants pour souscrire à des parts sociales de coopératives, des titres participatifs d'associations, d'une part. Et puis d'autre part, dis-nous-en un peu plus sur ce projet Babylone Impact et puis dans quel contexte il est lancé. Ok, merci. Bonjour à tous. Je suis ravi, moi aussi, de vous retrouver ce soir, surtout dans un contexte un peu particulier. Juste avant de répondre à ta question, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Marie, sur le côté impact du comportement des épargnants dans un moment de choc. Nous, on l'a connu chez Babylone en 2008. Babylone, on l'a lancé en 2008. Et pour l'anecdote, on a lancé Babylone 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers. Et c'était vraiment un choc, comme aujourd'hui on est en train de vivre une autre sorte de choc, mais un choc également. Et je me souviens qu'à l'époque, la première version de Babylone, quand les gens s'inscrivaient, on leur demandait sur leurs avatars pourquoi prêtez-vous sur Babylone, pour essayer de comprendre et de faire ressortir les motivations des gens. Et en fait, on a plein de gens qui nous répondaient parce que mon banquier est une ordure, parce que la finance c'est de la merde, enfin, etc. Mais là encore, parce qu'il y a eu Lehman Brothers et qu'il y a eu ce crash financier de 2008. Et je pense que notre histoire aussi a commencé, alors quand notre, c'est aussi l'histoire du crowdfunding, hein, globalement, a commencé, puisque à l'époque, quand on s'est lancé, on était le deuxième en France, deuxième site de crowdfunding en France. Il y avait My Major Company juste avant nous. Hein, et donc l'essor de la finance participative, c'est aussi un post-choc de la crise de 2008, et on l'a vécu à 15 jours près. C'était quelque chose d'assez étonnant dans les réactions des gens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans ce genre d'étape. On le voit sur tout un tas de comportements des consommateurs qui veulent, suite au confinement qu'on a connu, veulent plutôt acheter du circuit court, veulent tous se ruent tous. Hein. Moi, je suis à la campagne, on a plein de Parisiens qui se ruent. Enfin, les agents immobiliers et les notaires sont totalement débordés parce que tous les Parisiens veulent acheter des maisons à la campagne, alors qu'il y a 2 ans, c'était encore de la merde. C'était du désert absolu. Enfin, c'était vraiment les gilets jaunes, la honte nationale, etc. Enfin, et c'est dans ces moments de choc où on a je pense, des évolutions de comportement. C'est pareil pour la finance. D'ailleurs, quand vous écoutez France Inter ou Europe 1 le matin, c'est pas un hasard, je pense, si les pubs du Crédit Coop, de la Caisse d'épargne, etc., c'est donner du sens à votre argent. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose dans les têtes des gens, et donc je pense que c'est toujours intéressant de capitaliser là-dessus. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé effectivement autour de ces sujets dans la finance participative? Donc la finance participative, hein, évidemment, pendant ces années, elle n'a pas arrêté de grossir. Pour vous donner un ordre d'idée, alors toi, tu dois être encore plus modeste que toi, parce que toi, tu nous parlais, je crois, de 15 milliards sur la finance solidaire. La finance participative, elle, a collecté en 10 ans, hein, nous, on s'est créé il y a 12 ans, mais les grands sites sont apparus il y a 10 ans. La finance participative n'a collecté que 1,4 milliard en France. Et en disant qu'il faut relativiser le poids de la finance participative. Néanmoins, ce que tu disais est très très juste, c'est que évidemment la finance participative a apporté une forme de transparence et de raccourcissement du circuit entre l'épargnant et le projet qui est tout à fait intéressant. Et ce qu'on voit depuis quelques années, et ça va, je pense, ça va corroborer ce que dit un petit peu Guillaume Olivier, c'est qu'on voit clairement que monte en puissance dans la finance participative, monte très très vite en puissance tous les sites, tous les outils qui sont des outils qui permettent de donner du sens à l'investissement, qui sont des outils d'impact investing, etc. Je vais vous prendre 3 exemples qui me paraissent tout à fait symptomatiques. Au-delà même de Babylone, qui est un cas, sans doute un petit cas à part, je vais faire 2 mots de Babylone Impact après, mais je vais prendre trois exemples. Une plateforme de crowdfunding d'equity comme Lita, hein, donc lita.co, qui est une plateforme qui permet d'investir au capital d'entreprises sociales ou d'entreprises d'impact.
depuis quelques années, elle est en train de littéralement exploser. Elle fait un travail absolument remarquable. Je trouve que c'est un premier exemple intéressant. Un deuxième exemple que j'aime beaucoup, bon, moi on parlait de ruralité, une plateforme comme Mimosa, qui s'est donnée comme spécialité sur du don récompense et du prêt, d'aller financer des projets extrêmement locaux et notamment des projets d'agriculture ou essentiellement des projets d'agriculture. Pareil, ils sont en train d'exploser parce qu'on est vraiment sur du financement de projets à impact local, à impact direct, en l'occurrence le terroir local, etc. C'est vraiment très intéressant. Une plateforme comme l'Endosphère, c'est une plateforme de prêt rémunéré, ou AQOCOP, enfin tous ces sites qui font du prêt rémunéré pour aller financer des projets structurés d'énergie renouvelable, qui cartonnent. L'Endosphère et AQOCOP, c'est je sais plus 70 ou 80 millions d'euros de collecte en quelques années. Et donc, au sein de la finance participative qui ralentit un peu. Alors, dans les chiffres de la finance participative, on a eu encore des très beaux taux de croissance entre 2018 et 2019. Quand on interroge les plateformes sur l'année 2020, en ce compris la crise de la Covid, il semble qu'il y ait un aplatissement de la courbe. C'est-à-dire que ce que disait Guillaume Olivier, ce que tu disais, c'est vrai que l'épargne de protection des Français, en fait, c'est pas de l'épargne, tout a été mis sur des livrets, et c'est pas des qui servent à rien, mais qui ne sont pas de l'épargne investie directement ou à risque. Il semblerait que sur la finance participative, globalement, on connaisse un petit peu ce phénomène-là sur l'année 2020, qu'il y a une sorte d'aplatissement de la courbe par rapport à la dynamique des années précédentes. Mais dans cette tendance, on a des sites d'impact, et j'en peux en citer plein d'autres, qui, eux, continuent à grossir et qui continuent à avoir une très, très belle dynamique. Donc, ça va dans ce sens. Je pense que plus le choc sera fort, plus la prise de conscience des gens sur l'utilité qu'il faut donner à son argent, et Marie le disait aussi, sera forte. Donc, quelque part, à toute chose, malheur est bon, mais quelque part, je pense que la crise de la Covid a du bon. Maintenant, on en reparlera après. Je ne sais pas si on parle de perspective tout à l'heure. Moi, je reste extrêmement militant et extrêmement choqué de la lenteur à laquelle ces outils de finance alternative d'impact se développent au regard des besoins qui sont colossaux et qui vont être multi-fois colossaux dans les années qui viennent, mais ça, on pourra en reparler après. Ah oui, alors, et enfin Babylon Impact. Absolument, très rapidement, oui. Bon, Babylon, nous, ça fait 12 ans qu'on existe. Donc, on est un vieux de la vieille, on est la plus vieille plateforme de crowdfunding solidaire en France, puisqu'on est arrivé après My Major Company qui a arrêté ses activités de crowdfunding. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une forme étincelante, parce que c'est un métier compliqué que le prêt solidaire. Mais néanmoins, Babylon, c'est une très très belle communauté avec 90 000 membres qui ont prêté plus de 30 millions d'euros à bientôt 50 000 familles dans le monde. Donc, on commence à être un petit peu fiers de notre bilan. Sauf que depuis quelques années, on plafonne un peu. C'est-à-dire que le Babylonien, quand il fait un prêt solidaire, donc ce fameux prêt sans rémunération, il met en moyenne dans le système 90 euros. Donc, ce sont des petits engagements parce qu'on est sur une forme de philanthropie. C'est du prêt non rémunéré. Et que du coup, depuis 2-3 ans, on plafonne on appelle ça une production, mais à peu près à 3 millions de prêts solidaires par an. Et on n'arrive plus à accélérer, ou alors ça coûterait beaucoup trop cher en marketing, etc. Et ça fait quelques années qu'on dit, mais comment faire pour aller plus loin, plus vite, plus haut en termes d'impact social? Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer un deuxième outil. Et donc, effectivement, on est heureux de l'annoncer puisqu'on vient de lancer Babylon Impact. Ça fait 15 jours qu'il est en ligne, et donc c'est vraiment du tout frais, avec l'idée d'aller de sortir de la zone de la pure philanthropie, Babylon qui va rester, mais d'aller aussi dans la zone de l'impact investing et d'aller voir nos membres en leur disant vous avez deux poches, vous avez une poche philanthropique dans votre pantalon, mais il y a une deuxième poche qui est votre poche épargne. Dans la poche épargne, on vous propose Babylon Impact. Et Babylon Impact, pour rebondir sur ce que disait Guillaume Olivier, c'est un site de prêt d'impact en crowdfunding, donc de prêt rémunéré, toujours sur notre expertise qui est financement de projets dans les pays en développement, mais qui a vocation à casser un peu effectivement les basiques ou les poncifs de la finance solidaire en disant assumons le fait qu'on va peut-être pouvoir associer performance et impact. Parce que quand vous irez voir tous après cette conférence sur Babylon Impact, vous verrez qu'on délivre des taux qui sont compris aujourd'hui entre 3,5 et 5%. L'objectif, c'est d'aller délivrer du 4,5 à 5%, donc de la vraie performance sur des périodes courtes, sur des prêts qui sont réalisés sur 12 à 24 mois. Donc d'associer
performance et impact, en essayant de limiter le risque. Mais ça, c'est notre métier chez Babylone, que de choisir des projets depuis 12 ans qui ne sont pas trop risqués. Donc voilà, on verra si ça marche, c'est le tout début. Mais vraiment, on a envie d'être sur ce segment qui est de dire on peut faire de l'impact et de la performance, et en délivrant de la performance sur de l'impact, on a des chances de séduire beaucoup d'investisseurs, parce qu'il faut aujourd'hui absolument, et on en reparlera, que les épargnants basculent massivement sur ces nouvelles typologies d'épargne. Ok, merci. Merci beaucoup. Un tout petit peu d'écho. Qui sait du coup, si vous voulez bien vérifier, vous mettre sur mute, en l'occurrence pour les intervenants, de façon à ce que je n'ai pas l'écho. Pour être complet sur le paysage décrit par Arnaud, chaque année, Finansol sort un baromètre de la finance solidaire pour le grand public et approfondit en fait toute son analyse pour les professionnels dans le Zoom de la finance solidaire qui sort chaque année au mois de septembre. Ils sont en téléchargement libre sur notre site. Donc, pour ceux qui sont intéressés et pour avoir les derniers chiffres et les tendances, vous pouvez vous rendre sur le site finansol.org. L'engouement des Françaises et des Français pour, alors on l'a dit, la finance participative d'une part, mais aussi pour la souscription directe au capital des entreprises, parce qu'il y a des très beaux projets qui se sont développés ces dernières années. Voilà, je pense à Enercop, Habitat Humanisme qu'on ne présente plus, font chaque année des collectes directes auprès des particuliers. Donc, vous pouvez souscrire des parts de capital auprès de ces organisations. Donc, ce type de financement a connu, comme les autres, à peu près 25% de croissance entre 2018 et 2019. On verra ce que donne 2020. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de décroissance. Ça, c'est quasiment certain, puisque au moment du premier confinement, Finansol avait travaillé avec les pouvoirs publics pour vérifier que en fait, tous les investissements faits dans les entreprises solidaires tenaient bon à un moment où elles en avaient évidemment beaucoup besoin. Et donc, c'est en cours là, pour être complet sur les chiffres du montant déposé par les Françaises et les Français sur des supports directs ou au travers des plateformes participatives, se monte à un peu moins d'1 milliard d'euros, 812 millions d'euros, sachant que le périmètre de ces placements-là, c'est bien évidemment les placements qui sont labellisés Finansol. Donc, Arnaud parlait de l'ITA. Nous, Finansol a labellisé le portefeuille électronique de l'ITA. Il ne l'a pas fait pour Mimosa, qui est aussi un très beau projet. Mais on ne désespère pas de le faire. Alors, je ne sais pas, Claire, s'il y a déjà quelques questions pour cette première partie, pour laquelle on touche progressivement à sa fin. Oui, donc merci à tous les intervenants pour cette première partie. Effectivement, on a une première question de la part de Nathalie qui demande votre avis, je pense à tous les quatre un petit peu, sur l'engagement actionnarial comme levier d'impact. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Guillaume Olivier, peut-être, dans un premier temps. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. Merci, Nathalie, pour la question. C'est un sujet intéressant. Et ça retouche du doigt, finalement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure en termes d'éducation. L'engagement actionnarial est un sujet qui imprègne l'univers de la finance depuis très longtemps, puisque depuis maintenant une vingtaine d'années, le monde de l'investissement dans les sociétés non cotées dont je suis issu, et le monde de la finance en règle générale, essaie de faire le maximum pour partager la valeur entre l'actionnaire, parce qu'on est dans un monde capitaliste où l'actionnaire est malheureusement servi en premier, c'est comme ça, l'entreprise elle-même, son écosystème et les salariés. Et en l'occurrence, c'est un sujet qui a beaucoup imprégné France Invest depuis maintenant très longtemps, avec la mise en place de critères qu'on appelle, au-delà de l'ISR, qu'on appelle les critères ESG, qui fait en sorte de partager la création de valeur avec les salariés et la mise en place de beaucoup d'outils, type BSPCE pour les sociétés ou actions gratuites, leur permettant d'avoir accès au capital. L'enjeu, c'est la compréhension. Et là, je mets ma casquette d'entrepreneur plus que ma casquette de spécialiste de l'épargne. La compréhension des salariés autour de ces mécanismes est compliquée et l'adhésion est compliquée à obtenir. D'expérience, dans les sociétés dans lesquelles j'ai été associé ou dans lesquelles j'étais fondateur, j'ai partagé énormément du capital des sociétés avec mes collaborateurs. C'est le cas pour Elwin aujourd'hui. Il y a
il y a 25% du capital de la société qui est entre les mains de gens qui ne sont pas des fondateurs, que j'ai intéressés au capital. Mais la compréhension des enjeux qui sont derrière cela, des droits et des devoirs qui sont associés en tant qu'actionnaire et du vrai levier que ça peut représenter en termes d'épargne personnelle est compliqué à appréhender. Parce que l'éducation, parce que les gens, lorsqu'ils ont ce type d'outils entre les mains, ont du mal à comprendre ce que ça veut dire que d'être actionnaire. On a en France une culture de l'actionnariat qui est assez limitée. Il y a assez peu maintenant d'actionnaires individuels en bourse. On parle d'une cinquantaine de milliers d'actionnaires individuels réguliers. Donc ça reste un outil extrêmement puissant de partage de la valeur et effectivement qui a un impact fort sur le patrimoine des gens lorsque ça fonctionne bien, parce qu'on parle vraiment de cet impact-là. Et malheureusement, il est aujourd'hui très mal compris et très mal expliqué compte tenu des éléments de culture. Désolé pour ce petit bug. Non, je disais Marie et Arnaud, est-ce que sur ce sujet-là de l'engagement actionnarial, j'imagine que c'est aussi très lié chez Danone, je pense, j'imagine qu'on en parle aussi. Marie, est-ce que une expérience ou un élément de réponse à la question posée? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, chez Danone, en tant que salarié, on a accès, on peut investir une partie de son épargne salariale dans des actions de l'entreprise Danone ou dans d'autres produits comme Danone Communities. Et il y a une répartition assez naturelle qui se fait. Donc, il y a de l'engagement en fait des deux côtés. Après, au-delà des problèmes de compréhension en fait dont parlait Guillaume Olivier, ce qui est intéressant à noter chez nous, en tout cas, c'est que c'est l'impact d'abord qui les intéresse. Quand ils investissent, en fait, ce qui les intéresse, c'est de comprendre quel impact ça va avoir concrètement, qu'est-ce que ça va rendre possible, et quelles sont les actions qui vont être menées derrière grâce à cet investissement. C'est ça que nous, on note le plus, en tout cas chez Danone Communities. Moi, je ne suis pas responsable de la politique de placement chez Danone, mais de mon point de vue, Danone Communities, en tout cas, nous, ce qui est très net, c'est la volonté des salariés de voir très, très concrètement à quoi ça sert. Et c'est ça notre enjeu d'explication à nous. Et c'est là où les gens pensent avoir une vraie valeur ajoutée et donnent vraiment du sens à leur épargne. Non, mais c'est tout à fait exact. Et juste pour reprendre une illustration, c'est vrai que, moi je dis toujours que la finance, c'est sans doute un concept, mais en tout cas, pour tout ce qui est finance responsable, finance à impact, finance solidaire, quel que soit le terme qu'on emploie, le plus important pour les gens, c'est de voir en quoi elle s'incarne finalement. Et finalement, il faut laisser la place aux projets qui sont financés avec ces ressources-là pour que les gens puissent se rendre compte concrètement à quoi sert leur argent. Exactement. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, en lien aussi avec Babylone, parce qu'après j'en parlerai pour la partie perspective, mais nous on se rend compte qu'on fait des campagnes intéressantes, ou en tout cas on arrive à bien expliquer pourquoi c'est intéressant d'investir dans un produit d'épargne salariale comme Danone Communities, quand on arrive à dire aux gens, par exemple, si vous investissez 100 €, ça veut dire 100 € pour un social business, pour une entreprise sociale, ça veut dire quoi? 100 €, ça veut dire qu'eux, ils vont pouvoir investir dans un véhicule pour aller livrer de l'eau potable plus loin dans des communautés à Madagascar ou en Haïti. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir investir dans du programme de formation et de la digitalisation pour les gens qui sont sur le terrain au Bangladesh et qui vendent des produits de nutrition. C'est ça qui intéresse les gens. Et c'est ça qui fait qu'ils ont le sentiment d'avoir un impact vraiment positif. Et ce sont les histoires derrière, en fait, qui sont les plus intéressantes. Tout à fait. Arnaud, un mot sur cet engagement actionnarial, tu veux témoigner? Chez Babylone, on a 350 actionnaires. L'autre jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes actionnaires, un petit porteur, entre guillemets, qui me dit, voilà, mon banquier, on voulait mettre les actions Babylone dans mon PEA. On a mis les actions et mon banquier n'arrive pas à retrouver des informations sur la valeur Babylone, et pour cause, on n'est pas coté. Et donc, il m'a demandé de vendre mes actions Babylone. Et
Et donc, voilà le niveau culturel des banquiers en France par rapport à l'actionnariat, c'est juste assez effrayant. Et ce qui est absolument dingue, c'est qu'on est dans une période, comme disait Guillaume Olivier, où la culture actionnariale est extrêmement faible. Elle a été plus élevée, hein, mais chaque fois que les Français se prennent des baffes en matière de bourse, etc., ils y reviennent plus avant 10 ans. Mais on est dans une période où la culture actionnariale est extrêmement basse en France. Et ça se passe dans un moment où les entreprises ont des besoins de fonds propres, et ça va être monstrueux à la sortie de la crise, énorme. Et chaque fois, plutôt que d'éduquer les gens à venir investir dans les fonds propres des entreprises, on fait appel à l'État. Enfin, il y a quelque chose d'assez paradoxal dans le manque de culture des Français pour l'actionnariat et les besoins des entreprises. Et ça, c'est encore plus vrai dans le monde de l'entrepreneuriat social qu'on représente. Parce que dans l'entrepreneuriat social, en plus, on n'a pas de bol, on a des modèles économiques qui sont en général assez longs et qui sont assez lourds à porter. Une entreprise commerciale, vous pouvez peut-être la rentabiliser sur 4-5 ans. Un social business, c'est très compliqué parce que vous avez aussi des problématiques sociales à traiter qui coûtent de l'argent, qui rapportent rien, et qui fait que globalement, les modèles économiques des social business, quand ils sont pas impossibles, ils sont souvent beaucoup plus longs que des modèles économiques d'entreprises commerciales classiques. Donc, on est dans des mondes où on a besoin d'énormes fonds propres et sur la durée, alors qu'on a des épargnants qui n'ont pas du tout cette culture-là. Donc, il y a un travail gigantesque à faire. C'est un énorme sujet, mais alors, il y a, à part des gens comme l'ITA qui essayent de vulgariser effectivement l'actionnariat d'impact, on est très, très loin du compte. Donc, c'est un vrai gros sujet, mais on pourrait refaire une conférence la semaine prochaine sur ce sujet-là. Pour rebondir sur ce que dit Arnaud, je suis d'accord avec ça sur le fait que c'est toute cette partie explication qui n'est pas facile. Nous, ce qu'on dit, et les entrepreneurs qu'on soutient le racontent très bien aussi, c'est que investir dans des entreprises sociales, c'est faire ce qu'on appelle du capital patient. Et c'est très important de l'expliquer aussi, de montrer cette perspective de timing qui est assez différente. Tout à fait. Je ne sais pas, merci à tous pour vos réponses. C'est vraiment passionnant, vos témoignages. Claire, je ne sais pas s'il y a on peut prendre peut-être encore une question, si elle s'adresse peut-être à un de nos intervenants directement, parce que s'il faut qu'on y réponde à 4, on va largement dépasser le temps qui nous est imparti. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, alors il y a plusieurs questions qui sont toutes assez intéressantes, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de choisir. Dans tous les cas, les questions auxquelles nous n'arrivons pas à répondre pendant la conférence, on essaiera de vous apporter une réponse ensuite, parce qu'on pourra évidemment quand même les faire parvenir aux intervenants par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, on prend bien en compte toutes les questions que vous nous envoyez et on fera en sorte d'y répondre par la suite, si pas aujourd'hui. Je pense qu'il y a une question qui est vraiment intéressante aussi, c'est un peu le rôle de donc c'est Cyril qui nous pose cette question. Quel rôle pour la mesure d'impact dans l'épargne solidaire? On est en plein dans ce sujet, donc ça s'adresse un peu à tout le monde, encore une fois, je crois. Je vais peut-être me tourner d'abord vers Marie, parce que du coup, j'imagine que ça, c'est des sujets sur lesquels tu as beaucoup travaillé. Oui, c'est un sujet qui est crucial, d'avoir de la transparence et d'être très clair sur à la fois ce que l'épargne salariale permet de faire, ce que je disais tout à l'heure, une moto, investir pour une entreprise sociale, ça veut dire quoi, mais aussi pouvoir rendre des comptes, être très clair sur quel impact ça génère. Nous, on est très attentifs effectivement à la mesure de l'impact. Et on essaye de plus en plus pour donner du sens à cet impact et pour montrer que l'impact, c'est multidimensionnel. C'est-à-dire quand je vous dis, par exemple, Danone Communities impacte 6 millions de personnes tous les jours dans le monde, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, et ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi donner du sens à ça. On essaye de plus en plus de relier cette mesure d'impact aussi, par exemple, aux ODD. C'est-à-dire dire, l'impact, ça a de l'influence sur à la fois, par exemple, l'ODD numéro 2 sur l'accès à une bonne nutrition, l'ODD numéro 6 sur l'accès à de l'eau potable, mais aussi l'égalité homme-femme, le travail décent, des impacts environnementaux également. Donc, on essaye de faire ce lien et de montrer que cet impact est multidimensionnel et va avoir des répercussions multiples, au-delà de juste un chiffre
comme 6 millions par exemple. Ok, merci. Je vais passer la parole à Arnaud parce que du coup, là aussi, Babylone est un acteur. Est-ce que sur les questions de mesure d'impact, vous avez travaillé, progressé en gros, c'est quoi ton expérience sur ce sujet? On est extrêmement nuls là-dedans. Et alors on a fait des exercices, des tentatives de mesure d'impact chez Babylone dans nos premières années. On s'était amusé à faire, c'était pas drôle du tout d'ailleurs, on s'était amusé pour chaque projet financé à faire une toile d'araignée à la Fnac, tu sais, pour évaluer un objet électroménager, une petite toile d'araignée avec différents indicateurs. Donc il y avait un indicateur insertion sociale, sortie de pauvreté, éducation des enfants, etc. Et on avait demandé à nos institutions de microfinance sur chaque projet, au début du projet, à la fin du projet, de remplir cette petite toile d'araignée, etc. Et en fait, c'est une catastrophe parce que ça demandait tellement de temps à nos partenaires sur le terrain qu'en fait, ils racontaient n'importe quoi. Enfin, bon. Et donc, ils faisaient parce qu'on leur demandait de le faire, etc. Et tout ça pour dire que, au-delà des chiffres, des quantitatifs, donc on sait effectivement le nombre de personnes qu'on impacte en théorie. On sait, comme disait Marie, les thématiques qu'on touche, hein, donc inclusion financière, insertion de la femme dans son écosystème économique, enfin, etc. Donc oui, on sait qu'on impacte, mais on est incapable de le mesurer. Parce que si on veut le mesurer réellement, c'est un travail monstrueux et ça coûterait une fortune. Et donc, on a un problème qui est un problème de ressources, tout simplement, à affecter à la mesure de l'impact social. Et on n'a pas aujourd'hui, en France, d'acteurs lourdement subventionnés qui puissent faire ce travail ou venir en appui d'acteurs comme nous. Parce que si nous, on fait ce travail, déjà, je vous parlais de modèle économique très long à rentabiliser. Alors, si en plus, on rajoute la charge financière que représente l'impact social, on meurt tout de suite. Déjà, on est un peu mort tous les 6 mois. Donc là, on meurt encore plus vite. Donc, c'est très, très compliqué. Et donc, malheureusement, on est obligé de s'en tenir un peu à ce que dit Marie, c'est-à-dire à essayer de bien calibrer ce sur quoi on intervient. Donc, nous, on essaye quand on sélectionne nos institutions de microfinance, de s'assurer qu'elles ont, elles, un peu de contrôle social, qu'elles mesurent un peu l'impact social et qu'elles sont très impactantes. Mais c'est très, très compliqué. Très compliqué. Avant de passer la parole à Guillaume pour savoir si les épargnants sont vraiment intéressés par l'impact, je renvoie sur les questions d'impact aux travaux d'un acteur français qui est assez pionnier sur ces sujets-là, qui est très en lien avec Babylone, j'imagine. Oui. C'est Cerise, en l'occurrence, qui a fait des travaux extrêmement intéressants sur les questions de mesure d'impact et notamment en microfinance. Voilà, je renvoie aussi aux travaux de l'AVIS qui, là aussi, a exploré ces questions de mesure d'impact. Si vous êtes intéressé par les sujets plus internationaux sur les questions de mesure d'impact, l'OCDE produit des travaux d'études très intéressants sur la mesure d'impact, notamment en lien avec les ODD, comme le soulignait Marie. Et puis, il y a toute une série d'acteurs anglo-saxons autour de tout ce qui est écosystème investissement à impact, qui ont produit des travaux extrêmement intéressants sur la mesure d'impact. Aujourd'hui, il n'y a pas de normes en la matière, contrairement par exemple à l'ISR, où l'ESG devient la norme. Il n'y a pas de normes en la matière de mesure d'impact. J'allais dire que chaque acteur et notamment chaque investisseur fait sa propre grille. Je ne sais pas, moi, d'un point de vue perso, s'il faut vraiment une norme. Mais en tout cas, la question des ODD, objectifs du développement durable, et de relier l'impact à ces ODD-là, me semble, en tout cas, d'un point de vue personnel, une piste intéressante à explorer. Le plus facile. Avant de passer à la perspective, Guillaume Olivier, les épargnants, franchement, si effectivement ils recherchent performance financière et impact, comment ils peuvent être rassurés par l'impact social de leurs finances? Parce que la performance, finalement, c'est assez facile à calculer, mais l'impact. C'est tout l'enjeu de la discussion autour des normes qui est un débat sans fin. Le paradoxe étant que s'il y a une norme type ISR ou type ESG, elle est forcément le résultat d'un consensus et elle n'est pas transparente pour les gens qui la pratiquent. Je vous donne un exemple concret sur les normes ISR. Aujourd'hui, les actions totales sont labellisées ISR. C'est un peu bizarre à entendre. J'aime beaucoup Total par ailleurs, ça ne change rien. Mais en l'occurrence, pour quelqu'un qui est peu familier
de cet univers-là, avoir une société pétrolière qui est labellisée ISR, il y a un peu de mal à comprendre. Donc, il y a forcément une question de lisibilité de la norme et d'explication qui va derrière. Alors, il y a aujourd'hui pas mal d'initiatives autour de la réflexion autour de est-ce qu'il faut avoir une norme et comment il faut faire cette norme. Il y a des outils qui existent déjà, et je le disais tout à l'heure, il y a un outil qui a été monté par INCO qui s'appelle MESIS, qui commence à être un outil de place, qui a été utilisé par la Caisse des dépôts, et la BNP, qui commence à rentrer dans les notions d'impact, donc qui va au-delà des critères ESG. Et il y a aujourd'hui une grande réflexion qui est menée par le groupe SOS, dont je suis assez proche, parce que j'étais administrateur pendant assez longtemps, autour d'un think tank dont l'objectif est d'essayer, en tout cas d'une manière ou d'une autre, de fournir un certain niveau de lisibilité sur les critères pour que l'épargnant, in fine, qui est quand même celui qui souscrit au produit, puisse se faire une opinion qui soit plus éclairée que celle qu'il a aujourd'hui à travers des critères différents, qui veut dire des choses différentes. Mais ça reste un exercice extrêmement complexe puisque les critères d'impact varient en fonction des entreprises. Lorsque vous êtes une entreprise dans l'automobile, vous n'avez pas les mêmes critères que lorsque vous êtes une entreprise dans la plasturgie où vous avez des critères qui viennent toucher aussi la digitalisation. Donc, malheureusement, plus on rentre dans les notions d'impact, plus on rentre dans le détail et plus on essaie de le mesurer efficacement, plus la complexité est importante et moins la lisibilité est facile pour l'épargnant final. En revanche, ce qui est important, c'est que ces critères soient mis en place. Et aujourd'hui, on y revient, hein, les critères d'impact, c'est souvent des choses qui sont, comme M. Jourdain, plein de gens en font sans s'en rendre compte, c'est la prise en compte de l'écosystème local, donc des circuits courts, le bien-être des salariés. On revient sur les critères un peu standards. Mais si au moins on peut ne serait-ce que mesurer ça et être certain de pouvoir les répercuter aux épargnants, qui est une information extra-financière, on est capable de leur démontrer qu'effectivement, on a bien respecté un certain nombre de critères d'impact autour du placement qu'il a fait. Ce qui est complexe à mettre en œuvre parce que derrière, en plus, on a une notion de qualité de l'information. Et comme ce sont des petites entreprises ou des petits projets, c'est une charge supplémentaire qui pèse sur le dirigeant pour pouvoir remonter cette information et la quantifier. Donc, ça reste un exercice relativement complexe à mettre en place. Par contre, je reste persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, un placement sans critères d'impact ou une entreprise qui n'aurait pas aujourd'hui de critères d'impact dans son ADN ne bénéficiera pas du même type de qualité de financement que ceux qui n'en ont pas. Super, merci Guillaume Olivier pour cette analyse très précieuse. On va passer à la partie perspective. Alors, l'idée, c'est évidemment dans cette partie-là de se placer du point de vue des épargnants. Moi, ce que j'aurais aimé avoir comme réponse de votre part, c'est d'abord, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux encourager ce passage à l'acte? Donc, on a parlé en fait d'une finance qui solidaire à impact qui se développe, mais qui reste quand même très marginale hein, par rapport à l'ensemble de la finance normale. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour encourager encore plus ce passage à l'acte? Alors, je prends un exemple. Arnaud a parlé effectivement du banquier qui ne sait pas trop comment tout ça marche, quelle réalité ça représente. Il y a des aspects réglementaires, il y a des aspects de communication, de travail avec les acteurs financiers. En fait, j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur ce sujet. Qui veut prendre la parole sur cette thématique? Marie, peut-être? Oui, volontiers. Nous, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est d'ancrer les comportements des épargnants. Alors, moi, je parle évidemment à l'échelle de Danone Communities, donc je parle des 9000 salariés qui sont en France. Comment on fait pour ancrer ce type de comportement en faveur de l'épargne salariale solidaire dans le long terme? Parce qu'on a vu qu'effectivement, notamment avec la crise du Covid, les épargnants ont de plus en plus favorisé en fait des produits qui ont du sens. Mais comment on fait pour que dans le long terme, ça continue? Nous, notre enjeu, par exemple, c'est de faire en sorte que, couplé à investir son épargne, on puisse favoriser le fait que les gens donnent de leur temps et de leurs compétences au service des mêmes entreprises sociales qu'ils soutiennent avec leur épargne salariale.
Donc, ça nous permet en fait de faire en sorte que quand on a investi dans Danone Communities, qu'on ait investi ou pas d'ailleurs, on puisse prêter son temps, prêter ses compétences au service de ces entreprises sociales. Et ça permet aux gens, de se sentir très utiles et de comprendre ce que c'est qu'une entreprise sociale, de voir quelle est la différence et les similitudes avec une entreprise classique, et de comprendre à quoi sert leur épargne. Donc ça, c'est un levier qui est assez utile pour nous. La deuxième chose, et pour nous ça c'est crucial, c'est que pour avoir de plus en plus d'impact, on a besoin d'embarquer une écrasante majorité de salariés en France, mais on a besoin aussi de le faire en dehors de la France et de trouver des mécanismes pour le faire en dehors de la France. Et ça, c'est un enjeu qui est très fort pour nous, parce qu'on est 100 000 salariés dans le monde, on n'est que 9 000 en France. Donc, pour les 9 000 en France, ils ont la possibilité, ils ont l'intéressement à la participation, ils peuvent investir dans Danone Communities. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres? Et c'est là où, par exemple, nous, on a des projets et on s'allie avec nos amis de Babylone pour proposer des solutions à nos collègues en Europe, et on veut le faire au-delà, qui leur permettent de faire, par exemple, du micro-prêt solidaire au service de une ou plusieurs des entreprises sociales que l'on soutient. Donc, plutôt que d'investir leur intéressement, leur participation, puisqu'ils n'en ont pas, on leur permet de faire du micro-prêt solidaire via Babylone. Donc ça, c'est une des possibilités. Donc, c'est des alliances comme ça qui permettent de trouver des nouvelles façons pour les gens de s'engager. Et on rencontre beaucoup de succès avec ce type de campagne et d'opération, notamment en Europe. Ok. Et Guillaume Olivier, on estime aujourd'hui que le nombre d'épargnants solidaires en France, il est à peu près compris entre 1 et 2 millions de personnes, vraiment sur des produits très, très, très solidaires. Comment on passe de 2 millions de personnes à 25 millions de personnes? En gros, il faut changer quoi? La première particularité du monde de l'épargne en France, c'est qu'il est extrêmement intermédiaire. Aujourd'hui, l'intermédiation du monde de l'épargne coûte aux épargnants eux-mêmes, ils le savent peu, il coûte à peu près 30% de la valeur de leurs produits et de leur performance. C'est partagé avec la distribution. Donc aujourd'hui, que ce soit les banques, les conseillers en gestion de patrimoine, les plateformes, malheureusement, la structuration de la distribution de l'épargne au sens large ne laisse pas la place à des nouveaux entrants. Et c'est pour ça d'ailleurs que les distributions directes se sont ouvertes depuis maintenant 4-5 ans. Babylone est un excellent exemple. C'est finalement de la vente directe. Et cette vente directe-là, elle a un avantage, c'est qu'effectivement, on a accès directement au produit. Elle a un inconvénient, c'est qu'on limite le nombre de clients parce qu'on limite finalement la capacité à marketer le produit auprès de ses clients. Donc, si on doit changer ça et si on doit passer d'1 million d'épargnants solidaires à 25 ou 30 millions, il faut juste convaincre une bonne fois pour toutes la distribution qu'il y a d'autres types de produits que ceux qu'ils ont l'habitude de distribuer, qu'il faut qu'ils fassent des efforts sur les prix, parce que ça coûte très cher, la distribution de produits financiers coûte très cher à la chaîne de valeur. Mais qu'en faisant ça, ils vont probablement convaincre leurs clients qu'il y a d'autres manières de faire ce métier. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, le niveau des commissions prises par le monde de l'intermédiation, on parle bien uniquement des intermédiaires financiers entre le produit financier et le client final, c'est 10 milliards d'euros par an. 10 milliards d'euros par an, c'est beaucoup d'argent pour intermédier des produits. Donc, il faut laisser la place aux nouveaux entrants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut, c'est convaincre la distribution, les circuits de distribution, que ce soit les banques, que ce soit les agents d'assurance, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, que ce soit les courtiers, qu'il y a de la place pour ce type de produit et qu'il faut le faire payer moins cher, parce que sinon, ça devient trop onéreux pour le fabricant du produit financier solidaire. Si je fais un parallèle un peu plus simple avec la grande distribution, c'est exactement le même problème qu'ont aujourd'hui, alors un petit peu moins parce que le bio est devenu à la mode et que c'est vraiment un circuit de distribution qui s'est développé, mais aujourd'hui, historiquement, le bio, il y a 20 ans, n'avait pas la capacité à installer ses marques en grande distribution. Et donc, il a fallu de la distribution sélective dans l'univers du bio pour que, dans l'univers de l'alimentation, les produits trouvent leur clientèle. On a le même problème dans l'univers de distribution des produits d'épargne solidaire, dans l'univers de la finance. C'est le même schéma. Il y a une distribution qui est très structurée, très onéreuse, pas accessible à n'importe quelle petite structure qui ferait son produit d'épargne solidaire et qui ne colle pas aux critères financiers qui est pas compatible. Je complète juste ma question. Est-ce qu'il y a des aspects réglementaires à revoir en dehors effectivement des problématiques de distribution dont on a très bien compris? Je donnerai la parole à Arnaud là, dans 2 minutes
pour qu'il puisse aussi répondre sur ce sujet-là et traiter des questions d'innovation. Est-ce qu'il y a des questions effectivement réglementaires, de fiscalité pour encourager ce type d'épargne? Est-ce que ça peut être des leviers ou finalement c'est assez marginal? Alors, il y a deux réponses à la question. Il y a effectivement des aspects réglementaires qui sont d'assez de process. Aujourd'hui, pour distribuer un produit d'épargne, il faut bénéficier d'un statut qu'on appelle un SIP. Ouais. Et pour distribuer un produit d'épargne, pardon, un produit d'épargne solidaire, c'est un SIP, et pour un produit d'épargne traditionnel, c'est un CIF. Donc, pour conseiller en investissement financier, conseiller en investissement participatif. La France étant ce qu'elle est avec son système administratif, ils ont réussi l'exploit de ne pas imposer les mêmes réglementations pour les deux statuts. Donc là, on est champion du monde. Donc aujourd'hui, un distributeur qui distribue des produits d'investissement participatif n'a pas les mêmes contraintes. Alors, elles ne sont pas très éloignées, mais elles ne sont pas les mêmes, tout à fait. Donc ça, c'est un premier écueil technique derrière lesquels se cachent les distributeurs habituels pour se dire je ne suis pas SIC, donc je ne veux pas distribuer. Après, il y a un deuxième enjeu, c'est effectivement que les produits financiers en France, compte tenu du fait qu'il y a deux facteurs où les Français ont du mal avec deux choses. Ils ont du mal à payer des impôts et ils veulent protéger leur patrimoine le mieux possible. Les produits d'épargne, en règle générale, dans l'histoire de France, se sont bien vendus lorsqu'ils sont défiscalisants, à court, à moyen ou à long terme. Que ce soit l'immobilier, que ce soit l'assurance vie. L'assurance vie à 25 ans ne collectait pas 1 euro, sauf le jour où on a défiscalisé la transmission et les plus-values. Donc, il faut quand même se souvenir de ça. Aujourd'hui, un avantage fiscal donné sur un produit d'épargne, quel qu'il soit, est un facteur immédiat de collecte réussi. Donc oui, si aujourd'hui on accordait une réduction d'impôt significative, comme on l'a fait pour des fonds d'investissement de proximité ou des fonds d'investissement pour l'innovation dans les années 2000, à des épargnants sur de l'épargne solidaire, évidemment que ce produit serait effectivement distribué de manière massive par la distribution et serait collecté et serait beaucoup plus démocratisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'objectif aujourd'hui de l'État, parce que ça coûte de l'argent à l'État, que c'est un manque à gagner, et donc en règle générale, ils ne le font que de manière ponctuelle sur des verticales différentes. Merci de l'explication. Alors, je rappelle, juste pour rebondir sur ce sujet-là, et je donne la parole à Arnaud, que Finansol et son collectif s'est battu pour que, effectivement, que les investissements qui soient faits directement au capital des entreprises solidaires puissent continuer à bénéficier de la réduction d'impôt à 25%, en l'occurrence, au titre de l'investissement dans les PME. Et il y a une disposition particulière qui concerne les entreprises sociales, les entreprises solidaires d'utilité sociale, hein, les entreprises agréées ESUS. Aujourd'hui, c'est une exception par rapport à la réglementation européenne, hein, puisque globalement, on peut défiscaliser son investissement à hauteur de 25% dans des entreprises pour moins de 7 ans. Pour les entreprises solidaires, la durée est portée à 10 ans, par exception à la réglementation européenne. Je me tourne tout de suite vers Arnaud. Est-ce que du coup, pour rebondir sur ce qu'ont dit Marie et Guillaume Olivier, il faut développer ce que moi j'appellerais un actionnariat populaire solidaire, et à quelles conditions? Est-ce que l'innovation, puisque Babylone a été un innovateur, hein, tu le disais tout à l'heure, est-ce que l'innovation peut servir à changer d'échelle? Alors, oui, je pense, mais il y a plusieurs dimensions. D'abord, il y a la dimension réglementaire dont tu parlais. Hein. La France a inventé le 90-10. Donc, il y a une époque, il faudrait peut-être qu'elle invente le 10-90, ça serait plus simple, ça serait plus rapide. Parce que quand on voit la lenteur avec laquelle ce genre de fonds collecte sur sa partie solidaire, c'est les 10%, alors que vous allez chez nos voisins au Luxembourg et qu'au Luxembourg, vous avez des fonds à 100% d'impact, parce qu'il n'y a aucune contrainte de ce genre-là, parce qu'on a estimé que la veuve de Carpentras, il fallait surtout qu'on la protège et qu'elle ne prenne pas de risque, et donc on met que 10% dans l'économie solidaire, comme si l'économie solidaire était ce qu'il y avait de plus dangereux au monde. Donc, il y a des espèces de réflexes comme ça prudentiels en France qui freinent ces marchés-là. Donc là, il y a des petites choses assez simples à faire. Donc ça, c'est une chose. Après, oui, évidemment, l'innovation est contributrice d'impact. Hein, on le voit avec le crowdfunding, mais fondamentalement, moi, si j'avais quelque chose à faire ou une autre boîte à créer, je pense que je créerais l'agence de voyage Ribou Voyage.
Alors, Ribou Voyage, c'est quoi? Ouais, je vois des sourcils qui se dressent chez Marie. Ben oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé chez Danone? C'est Ribou qui est tombé sur Younous et il est parti au Bangladesh et quand il est revenu, hein, tu me corriges si je dis des conneries, mais quand il est revenu, il a dit putain, je vais embarquer toute mon entreprise là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, on a un problème qui est juste démentiel, qui est l'acculturation sociale et solidaire de l'ensemble du réseau de distribution dont parlait Guillaume Olivier, de distribution des produits financiers. J'en parlais tout à l'heure pour mon actionnaire. Vous allez demander, faites expérience, hein, demain, allez demander à votre banquier dans votre épargne, qui vous recommande un produit d'impact social, mais il n'y a pas un banquier en France qui est capable d'abord de trouver, de savoir ce que c'est et d'aller trouver dans sa gamme, si tant est qu'il y a quelque chose dans sa gamme, qui puisse répondre. Et donc, on a un gigantesque problème culturel. Et comme 80 ou 90% de l'épargne française passe entre les mains du banquier de quartier ou de gestion de fortune, entre les mains duquel vous êtes, évidemment, il y a un truc qui se passe pas, évidemment. Et donc, pourquoi je crée l'agence Ribou Voyage? Tout simplement parce qu'il faudrait qu'on emmène tous les patrons de banques françaises dans les bidonvilles pendant 15 jours pour qu'ils réalisent tout simplement ce qui est arrivé avec Franck Ribou, qui réalisent les enjeux et ce qu'il y a à faire. Alors c'est un peu crétin ce que je dis ou un peu démagogue, enfin ce que tu veux, mais je pense qu'il y a avant tout la meilleure des innovations qu'on puisse faire, c'est pas tant de l'innovation technique que c'est de l'innovation sociale et psychologique de tous nos dirigeants et notamment des dirigeants des réseaux de distribution. Pardon de mettre les pieds dans le plat et là encore je suis un peu démago, mais notre enjeu il est quoi aujourd'hui? Il est démentiel. Quand on regarde les perspectives d'évolution de la planète, hein, alors moi je fais partie des gens qui ont des convictions assez collapsologues. Je sais pas pour ceux qui ont vu, d'ailleurs tu l'as lu, je viens de sortir un bouquin, un thriller collapso-pandémique en hommage à Jacques Blamont. Donc le roman, je fais ma deuxième pub de la soirée, le roman s'appelle Adopt, mais surtout j'en ai fait un hommage à Jacques Blamont. Et Jacques Blamont, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on va tous dans le mur parce que aujourd'hui on est à 7 milliards d'habitants, on va être à 9 milliards d'habitants, on nous annonce qu'on va être à 9 milliards d'habitants et encore on serait plutôt à 10 ou 11 peut-être dans les 30 ou 50 ans qui viennent. Et en fait Jacques Blamont nous dit mais tout ça c'est des conneries parce que en fait c'est pas 9 milliards, c'est 15 milliards d'habitants. Et à ce tarif-là, la planète ne sait pas faire face, sauf à prendre des mesures extrêmement drastiques de changement des comportements. Ça peut être le débat sur la déconsommation, etc. Mais en tout cas, de changement de comportement, de changement de mode d'investissement, de changement d'affectation de notre épargne, etc. Parce que sinon, on va dans le mur. Et pourquoi il nous dit ça? Il nous dit tout simplement, et ça, nous, chez Babylone, on le vit depuis 10 ans, c'est que si vous collez la double courbe de la croissance démographique avec à côté la courbe de croissance de l'enrichissement des ménages dans le monde, et ça c'est notre métier chez Babylone, hein. Nous on passe notre temps à délivrer du microcrédit pour que les gens s'enrichissent, tout est relatif, mais au final ils s'enrichissent quelque part, relativement parlant. Eh bien si vous couplez les deux courbes, croissance démographique et croissance de l'enrichissement des gens dans le monde, eh bien, vous arrivez dans 50 ans, non pas à 9 milliards d'habitants, mais en équivalent consommation à 15 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, on va dans le mur en termes de consommation des ressources, réchauffement, etc. Et que tous les débats qu'on a aujourd'hui sont epsilonesques par rapport à ce qu'il faut faire. Et je reviens sur ton introduction sur les 15 milliards de la finance solidaire. Si on ne s'est pas multiplié par 10 dont tu parlais, c'est multiplié par 100. Et que ça ne peut passer que par une révolution culturelle extrêmement profonde qui consiste à rendre totalement mainstream la finance d'impact parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on doit changer nos comportements demain et changer nos comportements demain, ça passe aussi par changer totalement notre rapport à la finance. Et donc ça passe aussi par la sensibilisation des grands dirigeants des banques, des États, etc., pour imposer cette finance d'impact, pour qu'elle devienne mainstream et quelque part, je ne vais pas dire obligatoire, mais sinon on va dans le mur. Parce que ce que vous faites chez Finansol, c'est absolument génial depuis 30 ans, mais comme tu dis très justement, en 30 ans, on est à 0,3% de l'épargne. Alors qu'il faut aller à 30 ou 50% de l'épargne d'impact dans les 20 ans qui viennent, parce que sinon, on ne réglera rien du tout. Et donc l'innovation, oui, elle apporte, mais en fait, elle apportera jamais autant qu'une révolution. Alors, je sais pas comment on fait, hein, et puis c'est facile de dire ça. Et bon, mais je pense que le sujet, il est là.
et qu'on a un sujet de sensibilisation de nos dirigeants d'entreprise, nos banquiers, qui est colossal, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc voilà, j'apporte pas grand-chose au débat, mais quand même, voilà. Ok, donc je récapitule, enjeu culturel, enjeu pédagogique, hein, notamment avec les réseaux de distribution. Alors, juste pour illustrer ce que tu viens de dire, enfin, chez Finansol, pour le coup, hein, on travaille avec l'ensemble des réseaux bancaires et on a la chance de travailler avec les pionniers au sein de ces établissements bancaires qui voilà, irrigue à l'intérieur le fait que la finance à impact, la finance solidaire, ça peut être un bon moyen de développement pour les acteurs financiers. Enfin, on voit les choses changer, mais très clairement, hein, le système très intermédiaire qu'on a en France, toutes les banques aujourd'hui ont une gamme solidaire. Hein, tous les réseaux bancaires, elle est petite, certes, mais elle existe dans chaque banque. Alors, effectivement, hein, il y a une banque il y a un réseau bancaire qui a délivré qu'un livret, et puis il y a les banques coopératives mutualistes qu'on connaît bien, qui ont délivré, qui ont mis au point toute une gamme. Donc, en gros, cette gamme-là, elle existe, et effectivement, il y a une vraie question de formation et d'acculturation hein, des commerciaux, en l'occurrence, hein, pour parler très concret de l'ensemble des banques à ceci. Et il y a des banques qui sont plus en avance que l'autre, très clairement, mais ça ne fera partout. Alors, il y a la question ça ne peut se développer aussi que si on sécurise et on rassure les épargnants. Quels sont les bons moyens? Et là, du coup, je me retourne vers Guillaume Olivier. Alors, on sait que les Français sont assez risque-averses, en l'occurrence. Donc ça, on en a parlé. Mais qui ne voient pas la finance sociale en tant que telle comme un énième gadget qui sert au greenwashing ou au social washing des acteurs financiers. Comment on peut faire? C'est toute la complexité de l'exercice, c'est leur donner le mot important dans tout ça, c'est le mot confiance. Comment est-ce qu'on donne suffisamment confiance à un épargnant pour s'assurer que s'il met ses sous sur un produit d'épargne et qu'il lui annonce que c'est un produit d'épargne solidaire au sens large, il puisse avoir la bonne information pour reprendre les propos de Marie, sur l'endroit où c'est investi, donc mesurer la manière dont ces sous vont être déployés dans les bonnes cibles. C'est être capable de lui remonter des informations de manière régulière sur les impacts extra-financiers de son placement. Donc ça réclame, je pense, une grande remise en cause de la manière dont fonctionne aujourd'hui l'industrie financière en termes de transparence vis-à-vis de l'épargnant final. Parce qu'in fine, ces initiatives sont prises par des acteurs qui sont des acteurs de taille petite, mais s'il n'y a pas un gros acteur de cet univers-là qui s'empare du sujet et qui ne l'impose pas aux autres, ça ne fonctionnera pas. Je prends pour exemple, dans les années 60, l'histoire du fax. Alors, ceux qui sont nés au XXe siècle savent ce que c'est qu'un fax. Le fax, c'est un truc qui est quand même difficilement utilisable si tu n'as pas un fax tout seul dans ton bureau. Tu envoies un bout de papier dans un canal, et derrière, tu n'as personne pour réceptionner. Le fax a été lancé par Xerox aux États-Unis parce que l'administration américaine a acheté massivement des fax. Donc, pour communiquer avec eux, il faut acheter un fax. Si aujourd'hui, on n'a pas un Amundi qui est un des leaders mondiaux de l'asset management, ou un gros acteur de l'univers de la finance qui décide que du jour au lendemain, il apporte à son client final un niveau de transparence tel qu'effectivement, il lui donne confiance sur la manière dont son argent est placé et sur ce qu'il a comme résultat financier, comme résultat extra-financier en face, on aura beaucoup de mal à convaincre les épargnants de manière massive à venir sur ces produits-là. Et donc, on aura du mal à faire grossir la part de l'épargne solidaire dans l'épargne française. Pour donner quelques chiffres, hein, effectivement, hein, donc on parlait d'Amundi, hein, le fonds solidaire d'Amundi fait à peu près 300 millions d'euros. Je ne sais pas quel est le montant total des actifs gérés par Amundi, mais il y a une équipe très mobilisée autour de ces sujets-là, mais ça reste effectivement toujours une petite partie de l'ensemble des actifs gérés par Amundi. On prend cet exemple, on pourrait prendre des exemples chez d'autres gestionnaires d'actifs. Je vois qu'il nous reste 10 minutes.
pour terminer, peut-être qu'on peut prendre quelques questions, voilà, consacrer ces 10 dernières minutes à prendre quelques questions. Je ne sais pas si Claire est toujours avec nous et a pu regarder les quelques questions qui s'affichaient au travers du chat. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a certaines questions qui n'ont pas pu être répondues tout à l'heure qui sont assez intéressantes dans cette partie plutôt perspective, justement. On a une question qui revient à l'investissement dans Total. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas justement un intérêt ISR à investir chez Total pour peser en tant qu'actionnaire en faveur de l'impact? Donc, peut-être que Guillaume Olivier, vu que c'est toi qui parlais de Total, j'aurais pas dû prendre là parce que j'allais lui passer la parole. Donc, merci Claire. Je prenais cet exemple-là parce que c'est un exemple qu'on m'a sorti, qu'un client au final m'a donné un jour. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Total est référencé en tant que produit de placement ISR, le titre Total. Non, la question est intelligente, c'est effectivement peser en tant qu'actionnaire sur la stratégie d'entreprise pour les faire muter vers la prise en compte de critères au-delà des critères ISR, qui sont des critères ESG, etc., et d'impact. Pareil, une excellente idée. Il faudrait le faire avec toutes les entreprises. Mais c'est vrai que massivement, les épargnants se mettent à avoir une prise de conscience forte et qu'ils sont d'accord pour peser massivement sur la stratégie à impact des entreprises dans lesquelles ils sont investis. C'est une vraie prise de position. Il faut avoir du fric, hein, parce qu'il faut peser lourd dans l'entreprise. Il y en a un qui fait ça, dont on n'a pas parlé d'ailleurs ce soir, mais il y en a un qui fait ça, je crois, dans un ou plusieurs de ses fonds, c'est Fitrust, qui, dans la gamme de ses fonds de mémoire, a un fonds d'engagement. C'est un fonds qui investit dans des boîtes, mais aussi pour être actif dans les messages qu'il porte et dans une démarche de pression sur l'entreprise pour qu'elle s'aligne sur des critères ESR, d'engagement, enfin, etc. Mais après, ça pèse pas très lourd, mais c'est intéressant comme démarche. Oui, l'expérience de Fitrust en la matière est extrêmement intéressante. Hein. Ce sont des activistes de la gouvernance avec une approche très pointue, de fonds comme ça, sérieuse, et vraiment, je recommande pour ceux qui ne connaissent pas. Marie, tu voulais réagir? Oui, je voulais dire, nous, on a l'habitude chez Danone souvent de dire à chaque fois qu'on mange ou qu'on boit, on vote pour le monde qu'on veut. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'à chaque fois qu'ils investissent leur argent encore plus, en fait, ils votent pour le monde qu'ils veulent. Et je pense que les gens l'ont pas compris, c'est-à-dire que quand on regarde n'importe quel livre de vulgarisation, je sais pas, la famille zéro déchet, comment on fait pour avoir un impact positif en tant qu'individu, la première chose dont on parle, au-delà du plastique, au-delà des voyages, au-delà de la bagnole, c'est où est-ce que vous mettez votre argent. Et je pense que c'est le premier impact positif et l'impact le plus fort qu'on peut avoir en tant qu'individu. Et je pense que ça, les gens ne le savent pas. Et c'est un changement effectivement de mindset qui est hyper important à avoir. Et comme le dit Arnaud, on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut qu'on. Voilà. Et j'ai pas forcément la solution non plus, mais il faut effectivement que les gens comprennent que quand on consomme, on vote pour. On fait un choix conscient et important pour le monde de maintenant et d'après. Mais quand on place son argent, encore plus. Absolument. L'effet de levier est assez considérable et je fais référence au petit bouquin de Julien Vidal qui vient de sortir sur effectivement la manière dont épargner différemment peut changer le monde et peut avoir un vrai impact sur le monde de demain. Claire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon, Arnaud, excuse-moi. Ouais, je rebondis sur ce que dit Marie. Nous, quand on vient de lancer Babylone Impact, on s'est dit, mais quel message on va porter en termes de communication? Et puis on s'est dit, le premier message qui nous vient en tête, c'est donner du sens à l'argent. Et puis on est allé sur le site de Finansol et on s'est aperçu que quasiment 90% des placements Finansol écrivaient en gros sur le haut du placement, donnez du sens à votre argent. On s'est dit, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va se démarquer, parce que là, il faut faire un peu de communication. Et on s'est dit, est-ce qu'on pourrait trouver autre chose que donner du sens? Ce qui est très bien, mais voilà, on voulait se démarquer un peu. Et en réfléchissant, on a pensé à ce qui s'était passé pendant le confinement première vague Covid, où on a tous été confrontés à la place des choses. On s'est tous dit, merde, quand on était confinés à la campagne ou même en ville, on s'est dit, mais en fait, il faut que je consomme local. La place de ma consommation, c'est local.
on s'est tous dit, tiens, dans l'économie, la place des choses, c'est peut-être les soignants qui sont prioritaires sur les banquiers. La place des métiers, on a remis certains métiers à leur bonne place. Et on s'est dit, mais en fait, l'argent, c'est la même chose. Il est probable que en fait, globalement, notre argent soit pas à la bonne place. Quand on parle de Total ou d'autres trucs, bon. Et nous, on s'est dit, mais en fait, comme slogan de Babylon Impact, on pourrait utiliser l'idée de se dire, mais mettez votre argent à la bonne place. Et on a décidé de communiquer plus là-dessus et la performance que sur donner du sens à votre argent. Parce que je pense que l'un des enjeux, c'est ça, c'est de dire, il faut qu'on mette notre argent à la bonne place. Et la bonne place de l'argent, eh bien, c'est une place où il y a de l'impact. Et donc, je pense que c'est une réflexion intéressante de se dire, on a de l'argent, non pas qu'elle ait du sens ou elle n'ait pas de sens, mais elle n'est pas à la bonne place. Et voilà, donc nous, on a envie de communiquer là-dessus. C'est une petite nuance de communication, mais elle nous paraît importante. Parfait, merci Arnaud. Claire, y a-t-il d'autres questions qu'on peut prendre? Là, une dernière, j'imagine, il reste 6 minutes. Oui, puisqu'on en a déjà un peu parlé, mais qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question, je vais reprendre une question qui a été posée tout à l'heure sur que pensez-vous des fonds labellisés ISR proposés par les banques dans les assurances-vie ou autres et de leur vraie proportion de valeur ISR versus ESG? Peut-être en réexpliquant un petit peu aussi ce que c'est pour qu'on ait une vraie compréhension du sujet. Alors, on va passer la parole à Guillaume Olivier. Parce que c'est à lui que ça s'adresse. Vas-y, Guillaume Olivier. En quelques minutes, parce que sinon on va rentrer dans la technique, ça revient effectivement à reprendre le point autour de la fameuse normalisation des critères impact. ISR, ça veut dire investissement socialement responsable. Donc, ça prend en compte les critères sociaux essentiellement. Et les critères ESG, c'est voilà, j'ai un trou de mémoire. Environnement, social et gouvernance. Et donc, ce sont des critères un peu différents. La réalité des fonds labellisés ISR, c'est que ils sont souvent labellisés ISR par l'intermédiaire d'un cabinet qui expertise les placements de ce fonds et qui s'assure qu'il y a une certaine proportion de fonds de produits ISR dans ce produit-là. En l'occurrence, je pense que l'unique moyen d'essayer de comprendre quelque chose, parce que c'est extrêmement variable, c'est en fait de se plonger dans la documentation, ce n'est pas une mince affaire, et d'essayer d'identifier dedans quelle est l'exacte proportion de fonds qui sont, enfin de produits financiers et de placements qui sont dans ce fonds-là. Et ça varie entre 10 à 100% des produits. Donc l'unique moyen, c'est de poser la question. Parce que une labellisation ISR telle que ne veut pas dire grand-chose, parce que c'est à partir de quel pourcentage on considère que le fonds est labellisé ISR? Est-ce que c'est 50,1%, 90 ou 10? Donc le bon moyen pour avoir de la transparence sur le sujet, c'est de poser la question et de regarder précisément ce qu'il y a sous le capot. C'est d'ouvrir le capot. Absolument. Et donc, 2 éléments de complémentaires par rapport à ça. Donc, la question était relative à l'assurance vie. Donc, vous savez que la loi Pacte, l'année dernière, a modifié, a contraint, comme on l'avait fait d'ailleurs 10 ans auparavant avec les fonds d'épargne salariale, les assureurs vie à proposer dans leur contrat d'assurance vie multi-support, pour ceux qui connaissent, donc dans lequel vous pouvez faire un peu votre marché, on va dire ça comme ça, au moins une unité de compte ISR, donc labellisé ISR, une unité de compte verte, donc labellisé Greenfin, ces 2 labels étant des labels publics, et puis, petite innovation, au moins un label solidaire, donc essentiellement labellisé Finansol, sans faire de pub pour ma maison. Voilà. Dernière question. Allez, il reste 3 minutes avant 2 mots de conclusion. Ok. Alors, une dernière question moins ouverte, disons, c'est combien y a-t-il aujourd'hui d'entreprises françaises qui mettent en place de l'épargne salariale? Je ne sais pas si vous avez la réponse, sinon la donnera plus tard. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Ce que je sais, est-ce que je peux apporter quelques éléments d'éclairage complétés par Marie, si elle le souhaite.
c'est qu'aujourd'hui, mettre en place des dispositifs d'épargne salariale pour ses collaborateurs n'a jamais été aussi simple. C'était plus compliqué il y a quelques années. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise ou association, j'insiste là-dessus parce que Finansol vient de mettre en place un projet d'épargne salariale pour ses collaborateurs et nous avons un plan d'épargne entreprise solidaire, évidemment. Mais c'est plutôt facile à faire, en l'occurrence, et petites entreprises comme grandes entreprises ont développé ce type de solution de manière massive ces dernières années. Alors, dire quelle est la proportion d'entreprises qui a mis en place des plans d'épargne salariale aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question, je n'ai pas l'information, mais je vais chercher. Voilà, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ces plans d'épargne salariale se sont développés, et d'autre part que la loi de modernisation économique qui date de 2008 a donné une obligation aux entreprises qui proposent ce type d'épargne salariale à proposer à leurs collaborateurs au moins un support solidaire. Et c'est ce qui a entraîné le boom de l'épargne solidaire aujourd'hui, puisque sur les 15 milliards d'euros dont je parlais en introduction, près de 9 milliards sont logés dans les plans d'épargne salariale solidaire des Français. Voilà. J'espère avoir répondu partiellement à la question, mais je n'ai pas la réponse sur le nombre d'entreprises. Désolé. Bon, alors, ce que je propose maintenant, il reste 1 minute, mais vraiment en 2 mots. Moi, ce que j'aimerais avoir de la part des intervenants, c'est quoi votre rêve aujourd'hui en matière de finances solidaires, de finances à impact pour le monde de demain? Et s'il y avait un petit truc, si vous avez une petite baguette magique pour changer ne serait-ce qu'un truc, ce serait quoi? Allez, Marie, on commence par toi. Nous, ce serait très simplement de pouvoir déjà ouvrir la SICAV Danone Communities, qui est une SICAV 90-10, à l'ensemble des 100 000 salariés de Danone. Ça serait déjà merveilleux. Voilà. Très concret, voilà, super. C'est la première chose dont je rêve. On fait des premiers pas avec des Baby Loan pour nous aider pour ouvrir ça, mais voilà, ce serait mon rêve. Du coup. Beaucoup d'indulgence et de bienveillance, c'est vraiment… Guillaume Olivier, petite baguette magique. Une baguette magique, moi je demanderais bien que Amundi décide de placer ces on parle de 1635 milliards d'euros d'assets under management pour Amundi. Bon, ben voilà, merci d'apporter la réponse à l'info que je n'avais pas tout à l'heure. Si ne serait-ce que 5% de cet argent-là était vraiment placé, concernait vraiment l'univers de la finance solidaire ou de l'impact au sens large, ça peut être la finance solidaire au sens large, en tout cas des financements à impact, je pense que ça serait un vrai mouvement de fond qui entraînerait probablement une grosse partie de l'industrie financière française et européenne. Super. Arnaud, allez, le mot de la fin. Moi, je dirais créer le 10-90, déjà, ce serait sympa. Et puis, pour revenir sur le débat sur l'ISR, qui est un débat, moi, quand j'étais banquier il y a 15 ans, on parlait déjà du débat sur l'ISR, ESG, ça n'a pas changé et ça évolue en montant, mais sur le fondement, c'est plus le sujet. C'est que le sujet, c'est l'ISR, c'est savoir comment on continue à carboner en le faisant poliment et bien, alors que le sujet aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, le sujet, il est clairement dans la finance d'impact, parce que la finance d'impact, c'est comment ne plus le faire et faire autrement. Donc, décarboner la planète. Donc voilà, donc c'est comment faire pour rendre mainstream la finance d'impact. Je pense que là encore, il y a une énorme révolution culturelle à faire. Ça passe par les gouvernants, ça passe par les réseaux de distribution. Donc, si j'avais un combat à mener dans les 10 années qui viennent, je pense que ce serait celui-là. C'est-à-dire militer pour rendre mainstream la finance d'impact et pas l'ISR, dont on n'a plus rien à faire, enfin, qui n'a pas grand intérêt aujourd'hui par rapport aux enjeux de demain, même si elle est quand même utile dans un coin. Merci. Et ce sera le mot de la fin. Il est 18h32. Je pense qu'on a tenu les délais. Moi, je vais remercier Marie, Guillaume Olivier et Arnaud pour la qualité des réponses, des interventions qu'ils ont apportées aujourd'hui. Merci à Baby Loan d'avoir permis l'organisation de cette conférence. Merci à tous les participants, à vos questions sans doute nombreuses auxquelles on n'a sans doute pas pu répondre. Mais voilà, partie remise. On essaiera d'organiser ça à nouveau. Merci. Bravo. Et bravo à Finansol, et puis très très belle semaine de la finance solidaire. Merci à tout le monde. À tous et toutes, au revoir. Ouais, merci.